Je voudrais remercier surtout Monsieur le maire de Vannes pour nous avoir autorisé à utiliser cette très belle salle. Et il n'a pas pu rester avec nous, il est venu saluer Monsieur Arthuis tout à l'heure, mais il est très occupé. Et donc je salue les différents conseillers municipaux qui le représentent ce soir. Je voudrais aussi remercier Monsieur Goulard, qui n'est pas là ce soir non plus, et qui est représenté par Madame Penouette, que je salue, et que je remercie au nom du mouvement européen pour la subvention que nous venons de recevoir. C'est toujours très agréable de recevoir une petite subvention, surtout quand on est une jeune association. Je voudrais remercier aussi, je vois dans l'assistance Monsieur le maire de Baden, ainsi que des conseillers municipaux. Je vois des représentants, je vois le général Thévenon qui représente l'association de soutien à l'armée française. Je vois également le président du MODEM. Je reviens un petit peu en arrière. Je voudrais surtout saluer aussi Monsieur Pierre Kamenen, qui est le président de la Maison de l'Europe et qui organise le 17 novembre, et ça, essayez de retenir cette date, un débat très intéressant dans le cadre des élections régionales sur la place de la Bretagne et l'Europe, dans l'Europe. Je pense que ce sera un débat qui sera suivi comme l'année dernière. Elle fait partie d'un ensemble de 53 sections départementales et nous ne sommes pas une organisation politique, en ce sens que nous n'avons aucun candidat à aucune élection, quelle qu'elle soit. Par contre, nous sommes des citoyens engagés et nous militons pour une Europe forte, unie, solidaire, dont on aurait bien besoin en ce moment, et je pense que M. Arthuis va nous dire ce qu'il en pense, avec son franc-parler habituel. Il est maire de Saint-Malo-de-Baignon et qui vient dernièrement d'être élu conseillère départementale. Oui, bonsoir à tous. Moi, je suis ravie aussi de vous voir assez nombreux ce soir. Je remercie évidemment tous mes collègues élus d'être présents, mais aussi chacun d'entre vous, parce que je pense que l'Europe, c'est avant tout une affaire de citoyens. C'est ce que chacun veut en faire qui déterminera ce qu'elle deviendra. Donc, Jacqueline m'a demandé de prendre la parole pour parler un petit peu plus de mon rôle d'élu, c'est ce que tu souhaitais. Donc, quand on est élu, effectivement, on a affaire un petit peu de temps en temps à l'Europe, souvent via une structure qui s'appelle en fait le pays essentiellement. D'accord. Donc le pays, vous avez le pays de Vannes, ici vous dépendez du pays de Vannes, moi en tant que maire de Saint-Malo-de-Baignon, nous dépendons du pays de Pleurmel. Donc quand on a des projets structurants et importants au niveau des communes, on peut demander à avoir bénéficié de financement de l'Europe. Alors ce qu'on entend souvent quand même un peu partout, que ce soit pour une entreprise, une association ou une collectivité territoriale, c'est la complexité des dossiers à monter et tout le suivi. Voilà, donc ça c'est la réalité de l'autre côté. Par ailleurs, je siège aussi à la commission Europe de l'AMF avec mon collègue Jean-Pierre Le Fur, maire de Bernay, ici présent, que je salue, et qui suit ça plus particulièrement pour le Morbihan. C'est le plus assidu de nous. Nous sommes 4 du Morbihan à siéger dans cette commission. Et enfin, je suis aussi présidente de la mission locale, donc par rapport à ce que tu as évoqué, Jacqueline, voilà, c'est ça qui me fait un petit peu réagir. Une mission locale, tout comme François Bellegou qui est ici présent, agit envers les jeunes de 16 à 25 ans, et donc les jeunes qui sont en insertion, qui sont en recherche d'emploi, qui sont en formation ou en recherche de formation. Donc notre rôle, c'est de les aider, de les seconder. Et c'est vrai que l'an dernier, au niveau de la mission locale du Pays de Pleurmel, nous avons fait aussi une journée à l'occasion de la journée de l'Europe. On a rassemblé les jeunes qui avaient pu bénéficier d'une aide de l'Europe ou qui étaient allés à l'étranger pour apporter leur témoignage. C'était un moment très intéressant. Je pense qu'effectivement, on a des choses à faire dans ce domaine-là pour nos jeunes, parce que qu'on soit dans une ville ou qu'on soit en milieu rural, il est toujours intéressant d'aller voir ailleurs comment ça se passe. On y apprend forcément, on s'enrichit de toutes les façons. Voilà, et sinon, en tant qu'élu de façon générale, mis à part le côté concret des fonds européens, c'est aussi, nous sommes élus, nous sommes aussi des citoyens, donc forcément ce qui se passe en Europe, et notamment actuellement, nous interpelle. J'ai pu participer au premier Erasmus des élus locaux et régionaux,
Donc nous étions 100 jeunes élus pour toute l'Europe, jeunes et moins jeunes. Nous étions 9 Français et ça a été pour moi une expérience très intéressante parce que ça m'a permis d'aller voir ailleurs, de discuter avec des collègues élus de différents pays européens de ce qui se passait et on avait chacun une thématique. Moi j'avais choisi les transports et la relation entre le milieu urbain et rural puisque j'habite une commune rurale mais assez proche de Rennes. Donc voilà, on est forcément, on a des liaisons, on est attiré par les grandes villes, donc il y a ce mélange à tenir, c'est-à-dire que nous sommes quand même la ruralité, mais nous sommes à proximité d'une grande ville. Et c'est vrai que ça avait été très intéressant de partager sur la problématique des transports, et puis ça a fait un brainstorming, ce que chacun connaît dans son pays permet d'avancer un petit peu, et en tout cas, oui, je pense franchement, fait avancer les choses. Donc, pour moi, l'Europe, c'est ça. C'est qu'on a des cultures différentes, on a une histoire, on a des histoires à la fois différentes et pour certaines communes. En tout cas, on a des langues différentes, ça c'est certain. Mais on a des choses à s'apprendre les uns les autres et à construire pour pouvoir vivre demain et peser dans ce monde qui est le nôtre. Je ferai un parallèle avec ce qui se passe actuellement. Je pense que vous entendez parler, même si le pays de Vannes et Vannes, puisque je pense qu'il y a beaucoup de Vannetais parmi nous ce soir, et n'est pas impacté, mais de la fusion des intercommunalités. Donc ce qu'on voit là, on grossit, on a notre pays qui pousse aussi à aller vers les métropoles, etc. Et au niveau de l'Europe, je trouve qu'il y a souvent aussi des relations à faire entre ce qui se passe là concrètement chez nous, près de chez nous, à avoir une certaine taille critique et cette idée qui nous motive. Et voilà, mes parmi ce soir, je le remercie pour ça. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, bonsoir. C'est très agréable d'être à côté de Jean et d'avoir vécu des moments très forts avec lui. Et le présenter est bien difficile parce qu'il y a une telle diversité d'actions, de réalisations, de préconisations qu'on ne sait pas laquelle choisir au milieu de tout cela. Ce qui est certain, c'est que Jean est un exemple extraordinaire de la façon dont on prend des responsabilités successives depuis la place de maire jusqu'à finir ministre et ensuite député européen. Il a, depuis 1971, beaucoup de responsabilités. Il a su faire l'unité dans son département de la Mayenne, dont il a été le président. Il a su au Sénat, à la Commission des Finances, dont il a été président, au groupe centriste, dont il a également été président. Il a su toujours démontrer son sens de l'union. Être tous ensemble, c'est beaucoup mieux que d'être chacun de son côté en défendant chacun sa chapelle. Je sais bien que dans le Morbihan, il y a beaucoup de chapelles. Mais Jean a toujours dit réunissons-nous, soyons tous ensemble, c'est quelque chose de très important. La trace qu'il laissera, je pense, indépendamment de sa carrière politique, qui a duré jusqu'en 2014, puis a pris un épanouissement à partir de 2014 en devenant député européen. Il faut savoir un détail, c'est que c'est très rare dans la vie politique de voir un sénateur qui abandonne son siège pour un autre. Il paraît qu'on est très bien au Sénat. Eh bien, Jean aurait pu rester 3 ans de plus au Sénat. Il a pris le risque de quitter le Sénat pour être élu député européen. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir reconnaître. Alors, dans ce qu'il a laissé comme trace et qu'il laissera comme trace, c'est, je pense, en premier lieu la TVA sociale, parce que Jean est celui qui a parlé le premier de la TVA sociale, qui était quelque chose de très important et qui n'est toujours pas appliqué, alors que tout le monde reconnaît quand on discute, quand on travaille, quand on regarde les choses, que ce serait un moyen exceptionnel d'aider nos entreprises à garder de la compétitivité. La deuxième chose, c'est que lorsqu'il était ministre de l'économie, il a beaucoup travaillé pour démontrer qu'il fallait absolument renforcer l'Europe, et c'est sous le mandat qu'il exerçait en tant que ministre que l'euro a avancé. Il a été le grand défenseur d'une monnaie européenne qui au départ, rappelez-vous, devait s'appeler l'écu, qui finalement s'est appelé l'euro. Donc tout au long de sa carrière, on s'aperçoit qu'il y a des idées qu'il sait prendre à l'avance et qui sont reprises par les dirigeants politiques qui parfois ont du mal à les faire passer. En tous les cas, Jean, c'est un grand bonheur de t'accueillir en Morbihan. Pour le mouvement européen, c'est quelque chose qui démontre
que le travail qui est fait par Jacqueline et par toute son équipe est un travail qui mérite d'être regardé, qui mérite d'être récompensé en pouvant écouter comme nous allons le faire maintenant. Vous êtes secrétaire général, vous. Mesdames, Messieurs, chers amis, merci infiniment, Madame la Présidente, de m'avoir convié à partager cette soirée avec vous ici à Vannes. Je suis venu de Château-Gontier, dans le département de la Mayenne, et contrairement à ce que vous pouvez penser, je suis relativement libre à partir du jeudi soir, parce que je suis au Parlement européen, c'est-à-dire alternativement à Bruxelles et à Strasbourg, puisque nous avons 2 sites, du lundi matin au jeudi soir. Et je souhaite consacrer le vendredi et éventuellement le samedi à la rencontre de mes concitoyens dans cette immense circonscription constituée par la Bretagne, bien sûr, mais aussi les Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Je ne sais pas ce qui se passera à la prochaine échéance, puisque Poitou-Charentes rejoint maintenant la région Aquitaine. Quoi qu'il en soit, en venant à Vannes, j'avais un peu d'incertitude et de pression. Parce que pendant la campagne des Européennes, nous avions eu ici à Vannes une réunion dans ce palais des congrès. Il y avait 800 personnes, 900 personnes. Et donc je savais qu'en venant vers vous, j'aurais le privilège de rencontrer un certain nombre d'hommes, de femmes, de jeunes, de moins jeunes, qui s'intéressent aux questions européennes. Quand on est député européen, voyez-vous, la difficulté, c'est d'aller à la rencontre des acteurs de terrain et des citoyens. La circonscription est tellement immense qu'il est très difficile de maintenir une relation constante. Et donc nous sommes suspects de rencontrer plus facilement les lobbies qui se concentrent autour du Parlement européen, essentiellement à Bruxelles, que d'aller sur le terrain à la rencontre des Bretons notamment. Donc merci infiniment de m'offrir ce privilège. Je suis heureux de participer au premier anniversaire, si j'ai bien compris, du mouvement européen ici à Vannes. Donc joyeux anniversaire. Et je ne peux que vous encourager à multiplier de telles réunions pour faire vivre un débat sur ce que pourrait être l'Europe, sur ce que devrait être l'Europe. Et c'est peu dire que l'Europe est aujourd'hui en difficulté et que son mode de fonctionnement n'est pas satisfaisant et que les dysfonctionnements de l'Europe donnent quotidiennement des arguments aux populistes, aux europhobes et aux eurosceptiques. La conclusion qu'ils en tirent, c'est qu'il faut arrêter l'Europe. Et c'est la pire des conclusions, car elle nous enferme dans une impasse. La seule voie d'avenir, c'est l'Europe. Mais à condition de refonder le projet européen. Et c'est de cela que je voudrais que nous puissions parler ce soir et échanger sur ce que pourrait et devrait être l'Europe. J'aurai l'occasion, puisque vous l'avez souhaité, Madame la Présidente, d'évoquer ce projet pilote auquel je tiens beaucoup et qui était un de mes engagements de campagne. Promouvoir l'apprentissage et élever les apprentis au même rang que les étudiants en leur offrant la possibilité de bénéficier de bourses Erasmus et de se rendre dans un autre pays que le nôtre, de le leur, puisque c'est offert à l'ensemble des Européens, pendant au moins une année, afin de s'imprégner de la langue, de pratiquer une autre langue que le breton et le français, et de faire vivre la citoyenneté européenne. Donc de cela, nous parlerons aussi. Et je vous disais que j'étais relativement disponible parce que, devenant député européen, respectant l'engagement que j'avais pris ici même à Vannes devant cette assemblée si nombreuse, j'ai mis fin à mes autres mandats locaux. Alors, il allait de soi que je ne pouvais plus rester au Sénat, dont tu avais pris congé quelques mois auparavant, Philippe, et j'ai eu le bonheur de siéger avec toi. Et puis, j'ai mis fin également à mes fonctions de président du Conseil général de la Mayenne. Et donc, les fins de semaine, je suis moins absorbé par les inaugurations locales et les cérémonies. Et donc, je suis totalement disponible pour aller à votre rencontre et vivre avec vous un débat sur ce que pourrait être l'Europe. Donc, aujourd'hui, l'Europe, telle que je la découvre au travers du Parlement, et quand on arrive dans cet immense Parlement, on a souvent l'impression d'être dans une bulle. Et on se demande bien comment on peut rendre compte de ce que l'on fait au Parlement européen.
Moi, je siège à la commission des budgets au Parlement européen. Et on m'a confié la présidence de la commission des budgets. Et le budget de l'Union européenne est un budget singulier. D'abord, vous savez que dans toutes les démocraties, les parlements ont été constitués pour le consentement à l'impôt, pour permettre aux élus du peuple de voter l'impôt. Le Parlement européen ne vote pas l'impôt. Et donc, il ne sera un Parlement à part entière que le jour où existera une fiscalité européenne. En disant cela, j'ai conscience que je vous effraie. Vous payez déjà suffisamment d'impôts au plan local. Ici, dans le Morbihan, c'est tellement bien géré que les impôts sont acquittés avec allégresse. Et, Monsieur le Président, on en a pour son argent. Et donc, on ne se plaint pas. Mais il ne faudrait pas que le jour où existera enfin un impôt européen, celui-ci vienne s'ajouter à la charge nationale ou locale. Il faut que ça puisse se faire à prélèvement constant. C'est à cela que nous travaillerons, car je pense que la citoyenneté est indissociable du paiement de l'impôt. L'impôt est au cœur du pacte républicain. C'est à ce moment-là que l'on a conscience d'être membre d'une communauté, et que l'on prend soin d'élire des candidats qui nous paraissent le plus aptes à bien administrer l'institution, et c'est dans ces conditions qu'on est vigilant et qu'on s'engage. Donc ce budget, il est enfermé dans un cadre pluriannuel de 7 ans. Cadre financier pluriannuel de 7 ans. Et il faut savoir que celui qui s'exécute en ce moment a été adopté à l'automne 2013, c'est-à-dire à la veille des élections de 2014. Vous arrivez au Parlement européen, on vous dit, ben voilà, le budget, maintenant il n'y a plus qu'à faire des tranches annuelles. Ce budget est enfermé dans un cadre extrêmement étroit. Et ce budget est relativement modeste puisqu'il ne pèse que 1% du produit intérieur brut. C'est à peu près 150 milliards. Et 150 milliards, c'est 1% de la production, de la richesse annuelle de l'ensemble des 28 pays de l'Union européenne. Les budgets cumulés des collectivités territoriales, des services de protection sociale obligatoires et des collectivités de l'État représentent à peu près 55-56% du PIB ici en France. Budget européen, 1%. Et ce budget, pour l'essentiel, est financé par les États membres. Les ressources propres ne sont que les droits de douane. Et les droits de douane, au fil des conclusions de traités de libre-échange, disparaissent les uns après les autres. Et aujourd'hui, les droits de douane perçus aux frontières extérieures de l'Union européenne ne représentent qu'une quinzaine de milliards, c'est-à-dire 10% du budget européen. Ça veut dire que l'essentiel est pris en charge par les États membres, et dans le contexte budgétaire dont la rigueur ne vous a pas échappé, les États membres manifestent peu d'allégresse lorsqu'il faut mettre la main à la poche. C'est sans doute pour ça qu'ils ont enfermé ce budget dans un cadre de 7 années, mais c'est vous dire combien nous sommes à l'étroit. Et au surplus, la plupart de ces ressources repartent vers les États membres, sous forme de crédits de cohésion, des crédits qui participent au développement, pour la recherche. Chacun va faire son compte et chaque État va essayer de récupérer le maximum d'argent. Il y a la politique agricole commune qui représente 40% de ce budget. Bref, c'est un budget largement de redistribution. Et chaque État membre est là en train de se dire, si je paie 21 milliards, c'est le cas de la France, combien vais-je récupérer ? Alors ça donne lieu pour les crédits structurels, c'est-à-dire ceux que l'on alloue aux régions, aux collectivités territoriales. Ça donne lieu à des constitutions de dossiers d'une complexité extrême, avec des contrôles tatillons, parce que dans certains pays de l'Union européenne, il y a de la corruption. Donc il faut être extrêmement vigilant. Et au nom de l'égalité entre les États, on appliquera les mêmes règles de contrôle aux États qui sont victimes de corruption, parce que ça fait partie de leur culture locale, sont plutôt de nouveaux entrants, et les autres États. Alors l'Europe pose ses propres contraintes, mais comme ça ne suffit pas, l'État, ici en France, en ajoute une couche, et quelquefois même deux. Et sur le terrain, c'est vrai, j'ai vu souvent des associations qui bénéficiaient du Fonds social européen se décourager, parce que pour quelques dizaines de milliers d'euros de subventions, il faut pratiquement recruter un collaborateur supplémentaire pour préparer tous ces dossiers. Donc cette image d'Europe paperassière,
technocratique, bureaucratique, est une image détestable, qui la rend finalement peu sympathique. Donc j'ai découvert le Parlement au travers de son budget, et nous n'avons pratiquement pas de marge de manœuvre. On coupe le budget en 7 tranches annuelles, et ceci crée des frustrations et des dysfonctionnements. La Commission, qui est l'équivalent d'un gouvernement, en dépit du fait que, puisqu'il y a 28 États membres de l'Union européenne, il y a forcément 28 membres de la Commission, que le pays ait quelques centaines de milliers d'habitants ou qu'il ait 80 millions d'habitants, il est représenté par une personnalité. Et ceci n'est pas le gage d'une garantie de cohérence gouvernementale. Nous sommes donc tiraillés par ces sollicitudes qui viennent des États membres, et ce qui fait office de gouvernement au sein de l'Union européenne manque souvent singulièrement d'autorité. Cette Europe, aujourd'hui, vient d'être confrontée à 2 crises. La première crise, c'est celle qui s'est déclenchée en Grèce, avec la difficulté de l'État grec de faire face aux échéances de remboursement des emprunts qu'il avait contractés. Et depuis pratiquement 6 ans, nous sommes dans la grande difficulté pour trouver les bonnes réponses par rapport à la Grèce. La deuxième crise que nous avons rencontrée, c'est celle des flux migratoires. Et cette crise-là, à mon avis, n'est pas à la veille de s'apaiser. Je voudrais revenir sur ces 2 événements qui n'avaient pas été franchement anticipés. Tu as rappelé tout à l'heure, Philippe, que j'avais participé à la préparation du pacte de stabilité et de croissance pour permettre le passage à l'euro. Pourquoi avait-on fait l'euro? On a fait l'euro parce que l'Europe a d'abord été, puisqu'elle ne pouvait pas être politique, la communauté européenne de défense, le traité qui avait été signé en 1953 n'a pas été ratifié en 1954 par la France. Et donc la voie politique n'a pas été possible. Les pères de l'Europe ont pensé dans ces conditions que la voie économique était la bonne, et on est d'abord allé vers un marché commun en 1957, et puis ce marché s'est élargi, d'autres pays se sont agrégés, et lorsqu'est venue la chute du mur de Berlin et la chute du rideau de fer, à ce moment-là, tous les pays de l'Est ont rejoint l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un marché unique, donc libre circulation des marchandises, des services, des capitaux, et puis des citoyens. Cette Europe-là, lorsque vous avez une libre circulation, un marché unique, lorsqu'il y a autant de monnaies que de pays, les variations de parité monétaire entre les différentes monnaies des pays de l'Union européenne créent des perturbations dans la concurrence. Du jour au lendemain, vous êtes concurrencé par un compétiteur italien ou allemand parce que sa monnaie a été dévaluée. Donc il fallait instituer une stabilité monétaire, et c'est la raison pour laquelle on a opté pour la monnaie unique. Maintenant, quand on partage une monnaie, c'est qu'on partage une souveraineté, une prérogative de souveraineté. Les États ont cette souveraineté qui les autorise à battre monnaie. Or, notre difficulté est de faire naître une monnaie orpheline d'État, parce qu'il n'y a pas d'État européen. Et comment, dans ces conditions, trouver un mode de fonctionnement qui soit satisfaisant? Alors, à défaut d'avoir un État, nous sommes convenus d'avoir un règlement de copropriété de cette monnaie. Il faut que cette monnaie inspire confiance aux Européens, mais aussi aux autres pays, aux autres monnaies du monde, le dollar, le yen et d'autres monnaies encore. Et donc, il faut respecter des règles de bonne gestion. C'est pour ça qu'on avait dit, tout pays qui veut être détenteur de l'euro doit respecter l'équilibre de ses finances publiques, et dans les pires situations, ne doit jamais aller au-delà de 3% du PIB en déficit. Et son endettement, qui est la conséquence de ces déficits, ne doit jamais aller au-delà de 60% du produit intérieur brut. Très beaux engagements, promis jurés. Si nous avons la monnaie, nous respectons ce pacte de stabilité et de croissance. À peine avait-on mis en circulation la monnaie unique que certains États ont transgressé la règle, notamment les principaux, l'Allemagne pour de bonnes raisons, parce qu'elle faisait des réformes, c'était le lendemain de sa réunification, d'autres pour de moins bonnes raisons, et je citerai notamment la France. Et on n'avait pas mis en place le gouvernement approprié. Pour gérer cette monnaie, on avait bien sûr créé une banque centrale européenne, qui, elle, est parfaitement indépendante, et qui est d'essence fédérale. Mais le gouvernement de la zone euro, c'est ce qu'on a appelé l'Eurogroupe. Constitué par qui? Par les ministres des Finances des pays
qui sont dans la zone euro, et présidés par l'un d'entre eux. Et le premier qu'on ait trouvé, c'était le Premier ministre, ministre des Finances du Luxembourg, Jean-Claude Juncker, qui est un homme merveilleux, c'est un ami. Je l'ai pratiqué comme ministre des Finances quand nous préparions le passage à l'euro. Mais Jean-Claude Juncker est président du Luxembourg, qui était un très beau pays. Mais lorsqu'on est à la fois ministre des Finances d'un pays et président de l'ensemble des ministres des Finances, il y a quand même une suspicion de conflit d'intérêts. Et j'ai souvent dit à Jean-Claude, le matin, tu nous rappelles les obligations d'équilibrer nos comptes publics, et l'après-midi, tu nous fais les poches avec ta fiscalité si originale. Il n'y a pas si longtemps, s'est déclenché ce qu'on a appelé le scandale LuxLeaks. Disons que le Luxembourg est un pays qui pratique le ruling, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, jusqu'à maintenant, on a fonctionné avec cette institution quasi-gouvernement de surveillance de la zone euro qui n'a pas bien fonctionné. C'est si vrai qu'on a voulu d'emblée intégrer la Grèce dans la zone euro, parce qu'on ne ferme pas la porte à Périclès ou à Platon. Donc les Grecs sont venus dans la zone euro, alors que manifestement ils ne remplissaient pas les conditions. Les ayant admis, on aurait dû les surveiller comme on surveille le lait sur le feu, ce qu'on n'a pas voulu faire. Les Grecs présentaient leurs comptes chaque année, et certains disaient, mais au nom de la souveraineté, les comptes publics présentés par les États membres sont souverainement sincères. Et ça ne nous dérangeait pas trop parce que nous étions les fournisseurs de la Grèce. Pour les travaux publics, pour un métro à Athènes, pour des armes, parce que les Grecs vivent toujours dans la hantise d'une agression turque. On a laissé faire, on n'a pas surveillé. Et puis un beau jour, on a pris conscience que les Grecs avaient transformé le pacte de stabilité et de croissance en pacte de tricheurs et de menteurs. Surendettés, situation de faillite. Et donc certains ont dit qu'il faut les mettre dehors, n'ont pas respecté le pacte. Mais on a pris conscience, quand quelqu'un est surendetté, il faut se demander quels sont ceux qui lui ont prêté de l'argent. Or, qui avait prêté? Des entreprises françaises, des entreprises allemandes, des banques françaises et allemandes, des compagnies d'assurance françaises et allemandes. Donc si vous envoyez au tapis les Grecs, vous avez du jour au lendemain pratiquement 300 milliards qui s'évaporent. Donc, on se dit qu'au surplus, si on sortait les Grecs de la zone euro, une monnaie détentrice, enfin un pays détenteur de l'euro sortait de la zone euro. Et tous les spéculateurs mondiaux allaient se demander immédiatement quel était le suivant. Était-ce l'Italie? Était-ce l'Espagne, le Portugal ou l'Irlande? Peut-être un jour la France. Donc le risque de laisser à penser que peut-être l'euro n'est pas une monnaie pérenne était un risque insupportable. Et puis au surplus, au plan géopolitique, la Grèce, ça ne nous a pas échappé, est entre le Moyen-Orient et les Balkans, et laisser ce pays dans l'instabilité totale et finalement l'apocalypse économique, c'était prendre un risque géopolitique qu'on ne pouvait pas assumer. Et donc la décision a été prise de maintenir les Grecs dans la zone euro, mais on a bien vu que le problème a été que cette zone euro n'a pas été gouvernée. Et si on a tant de difficultés à trouver les bonnes réponses, c'est parce que on a dû improviser une forme d'administration judiciaire en envoyant ce qu'on a appelé la Troïka, avec une représentation improbable de la Commission européenne, du Fonds monétaire international et de la Banque centrale européenne. Étonnant de la part d'une banque centrale, parce qu'une banque centrale, quand elle participe à de la gestion, à des recommandations d'administration, prend le risque d'être poursuivie par les créanciers le jour où le pays en difficulté n'arrive pas à honorer ses dettes. Donc ceci a été très mal géré, et l'enseignement qu'il faut en retirer, c'est que si ça n'a pas bien fonctionné, c'est parce que le jour où on a adopté la monnaie unique, on a fait un vrai transfert de souveraineté, mais politiquement, on ne l'a pas présenté comme tel à nos concitoyens et à l'opinion publique. Et on n'a pas tiré les conséquences d'un transfert de souveraineté. Quand vous transférez une souveraineté, il faut mettre en place les institutions qui permettent d'assumer cette souveraineté. Et donc un gouvernement de la zone euro, avec un ministre de l'économie, des finances et des questions budgétaires, qui soit un ministre à temps plein, et qui ne soit pas l'un des ministres de la zone euro. Parce que, je vous l'ai dit, il y a un soupçon de conflit d'intérêts entre les intérêts que ce ministre défend pour son propre pays et ceux qu'il est censé assumer pour l'ensemble des pays.
Et quand sont venus les temps de prendre des décisions rigoureuses contre les pays, en fait, il y a eu une sorte de complaisance mutuelle. Et voilà pourquoi nous traînons cette crise en Grèce. Je pense qu'on va enfin en sortir, mais ce qui est urgent, c'est certainement d'instituer un vrai gouvernement de la zone euro, avec un président à temps plein, qui assume pleinement les responsabilités de ce gouvernement. Ça suppose qu'il y ait une direction du Trésor de la zone euro, ce qui n'est pas le cas actuellement. Nous avons une ministre des Affaires étrangères européenne qui a avec elle 3000 collaborateurs. Dites-moi quelle est la politique étrangère de l'Union européenne. Il n'y a pas de politique étrangère. Donc il faut un trésor, il faut un budget de la zone euro, et il faut sans doute une chambre de la zone euro. Et dans l'attente d'une chambre de la zone euro, je pense qu'il faudra constituer une sorte de commission de surveillance au sein de laquelle siégeront les représentants des chambres budgétaires des différents pays de la zone euro et des représentants élus dans les pays de la zone euro siégeant au Parlement européen. Ça me paraît un impératif absolu. C'est dans ces conditions, je crois, que l'on va pouvoir faire de la zone euro, qui a déjà pris des dispositions importantes pour les excès d'endettement. On a mutualisé le surendettement de certains pays dans un organisme qu'on a appelé le mécanisme européen de stabilité financière. C'est un début d'union budgétaire. Les États-Unis d'Amérique ont commencé par l'union budgétaire. Pourquoi? Ils l'ont fait au lendemain des guerres d'indépendance, parce que les États confédérés étaient surendettés, et dans l'impossibilité de faire face à leurs dettes, ils ont mis en commun leurs dettes, ont créé des droits de douane pour assurer le remboursement de ces dettes. Ils n'ont créé une monnaie unique, le dollar, qu'au XIXe siècle, après l'union budgétaire. Je pense donc que la zone euro, dans ces conditions, peut devenir, en quelque sorte, l'embryon du fédéralisme européen. Le premier cercle, le cercle le plus solide au sein duquel on peut prendre des décisions de niveau gouvernemental. La deuxième crise à laquelle nous avons été confrontés, c'est la crise des migrations. Et on ne peut pas dire que l'Europe avait anticipé cette crise. C'est si vrai que dans le cadre financier pluriannuel pour la période 2007-2013, on avait prévu à peu près 4 milliards pour l'accueil de réfugiés et la surveillance des frontières. Mais pour la période 2014-2020, on avait réduit ces crédits. C'est dire la fantastique aptitude à l'anticipation. Et il faut aujourd'hui se demander comment cette crise va évoluer. Et pourquoi tant de femmes, d'hommes, de familles tentent de venir vers nous, prenant des risques insensés de traverser la Méditerranée. Depuis 2000, car cette crise était prévisible, depuis 2000, 20 000 personnes ont traversé la Méditerranée. 20 000 morts en Méditerranée. 20 000 morts. Donc, ça n'est pas en 2015 qu'on prend soudainement conscience de ces migrations. Alors, ces migrations ont une double origine. Il y a celles et ceux qui viennent pour l'essentiel de l'Afrique subsaharienne et qui viennent en Europe pour des raisons économiques, espérant trouver des conditions professionnelles, sociales plus favorables que celles que leur offre leur pays d'origine. Mais à ce premier contingent de migrants viennent maintenant des réfugiés qui, eux, fuient la misère, fuient la guerre civile. Or, que s'est-il passé au Moyen-Orient? Il s'est passé qu'en 2003, les Américains sont allés en Irak, et vous avez pu en voir les conséquences. Ils ont fini par s'en retirer, laissant un pays complètement déstabilisé, pratiquement dépourvu d'État. C'est dans ces conditions que Daesh a pris progressivement en main les armes que les Américains avaient laissées sur place. Nous sommes allés en Libye en 2009, entraînés en cela par M. Bernard-Henri Lévy pour des raisons humanitaires et philosophiques admirables. C'est bien de partir faire disparaître M. Kadhafi, mais quand on a un tel projet, il faut savoir comment on va administrer le pays dans lequel on est ainsi intervenu. Et comme ça ne suffisait pas, on est allé en Irak. Or, ce qui se passe en Libye, c'est la disparition pure et simple de l'État. Et dans ces conditions, tous ceux qui tentaient de fuir la Corne de l'Afrique, c'est-à-dire l'Érythrée, la Somalie, le Soudan,
trouve un pays que l'on traverse difficilement parce que ce sont des repères de brigands. Et tous ceux qui tentent de prendre la Méditerranée sont pris en charge par des filières de criminels dans des conditions extrêmement éprouvantes et totalement inhumaines. Mais il n'y a aucun État sur place pour assurer le contrôle. Et là, l'Europe est complètement défaillante. Ce qui est nouveau, j'ai parlé de la crise de l'euro, c'est une crise qui est interne à l'Union européenne. Mais cette crise-là, cette crise des migrations, les réponses ne sont plus seulement en Europe. Au printemps, M. Juncker a dit, voilà, les migrants sont tellement nombreux qu'il faut qu'on les répartisse à l'intérieur de l'Europe. C'est une première réponse. Et pour nous, c'est un devoir. Nous avons signé des conventions internationales qui prescrivent très clairement que ceux qui sont victimes de violences et de guerre doivent être accueillis comme réfugiés. C'est un devoir moral, c'est un devoir, c'est le respect des engagements que nous avons souscrits au plan international. Mais la vraie question, c'est de savoir à quel moment ces flux vont s'arrêter. Il y a aujourd'hui dans le monde plus de 60 millions de migrants. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des réfugiés qui sont restés en Turquie, il y en a 2,5 millions, qui sont au Liban, qui sont en Jordanie, dans des camps, que ces camps sont pratiquement plus financés, et que ceux qui y résident aujourd'hui, dans des conditions extrêmement précaires, des enfants très nombreux, est-ce qu'on est capable de scolariser des enfants dans ces camps? Et qui va en assurer le financement? Si on ne fait rien, nous avons plusieurs millions de migrants qui vont également prendre le chemin de l'Europe par la Méditerranée, soit par la terre, par la Grèce, dont on dit qu'elle est peu gaillarde pour contrôler ses propres frontières. Sinon, ils viennent par la Méditerranée, pour rejoindre Lampedusa ou directement la Sicile. En Grèce, ce sont les îles de Lesbos et de Kos. C'est des situations qui sont humainement pratiquement insupportables. Je suis allé au mois de juillet en mission en Sicile pour voir comment on accueillait ces réfugiés. Il y a des camps de premier accueil dans des ports. On a sécurisé les traversées. Donc les trafiquants qui prennent en charge les traversées, à mon avis, doivent faire payer un peu plus cher, puisque c'est sécurisé. Quand un bateau prend la mer sur les côtes libyennes, eh bien, on passe un coup de fil à Frontex. Frontex est une agence européenne qui est chargée du contrôle des frontières. Et Frontex appelle la marine italienne pour qu'il se porte au secours de ces embarcations et qu'il les dirige vers les quelques points d'accès. Alors, normalement, quand on franchit, illégalement forcément, puisqu'on n'a pas de visa, quand on franchit les frontières extérieures de l'Union européenne, on doit accepter d'être identifié dans ce pays. Et c'est la responsabilité, en application d'accords qui ont été signés à Dublin il y a quelques années. Mais un certain nombre de migrants refusent de se faire identifier. Et que fait-on quand quelqu'un refuse de se faire identifier? Les Italiens se disent, après tout, s'ils ne se font pas identifier et s'ils s'en vont dans un autre pays que le nôtre, c'est pas vraiment un problème, parce qu'au moins on n'aura pas la charge de les accueillir dans des camps de réfugiés ou dans des foyers d'accueil. Donc, situation extrêmement difficile au plan humain. Et tous ceux qui franchissent la frontière demandent immédiatement le droit d'asile et le statut de réfugié. 28 pays européens, 28 législations différentes du droit d'asile. Dans certains pays, vous êtes autorisé à travailler tout de suite, ou presque. Dans d'autres pays, il faut attendre 1 an. La France vient de ramener à 9 mois le délai à partir duquel on est autorisé à travailler. Les conditions de logement, les conditions de prise en charge sociale varient d'un pays à l'autre. Et on peut demander le droit d'asile dans plusieurs pays au sein de l'Union européenne. Donc ne pensez-vous pas que l'urgence serait pour le moins d'instituer un droit d'asile qui soit le même sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, avec un seul système centralisé des données, pour éviter que des gens soient tentés de se faire reconnaître réfugiés dans plusieurs pays, simultanément. Que l'on ait un statut unique pour l'ensemble des réfugiés que nous accueillons. Et surtout que nous puissions trancher très vite pour savoir s'ils sont de vrais réfugiés qui vont pouvoir bénéficier de ce statut
ou bien s'il s'agit de migrants économiques qu'on doit renvoyer chez eux immédiatement. Or là, pour faire cette distinction, pour apprécier le bien fondé de cette demande de statut de réfugié, certains pays tels que les Pays-Bas, en quelques jours, statuent. D'autres pays tels que la France, les réfugiés font une demande auprès de l'OFPRA. L'OFPRA est un organisme officiel qui va délivrer son appréciation pratiquement au bout d'un an. Et lorsqu'au bout d'un an, la plupart des demandeurs sont déboutés, ils peuvent faire appel devant une juridiction. Tous font appel devant une juridiction, qui va mettre 18 mois avant de statuer. Et donc il va se passer 2 ans et demi, 3 ans, avant le jour où on dira, écoutez, madame, monsieur, vous devez rentrer chez vous. Vrai problème, parce qu'entre-temps, ils ont reconstitué une famille, ils ont peut-être des enfants qui sont nés en France, et si on voulait les renvoyer chez eux, le pays dont ils sont originaires s'y oppose. Donc cette situation-là doit cesser. Il faudrait pour le moins que nous ayons un système au plan européen qui permette de très vite statuer sur la suite que nous donnons aux demandes de statut de réfugiés, du droit d'asile, et que nous puissions renvoyer chez eux celles et ceux qui manifestement ne répondent pas aux critères permettant la reconnaissance du statut de réfugié. Voilà où nous en sommes, et nous sommes dans la plus grande confusion parce que les États membres ont voulu garder leurs prérogatives nationales. Et qu'au fond, l'Europe n'a pratiquement pas de pouvoir. Moi, je suis allé, comme je vous l'ai dit, en Sicile pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et quel était le rôle et l'efficacité de l'Europe. L'Europe intervient avec des agences qui s'appellent Frontex, quelques centaines de collaborateurs seulement, EASO, qui est une agence qui veille au des réfugiés, et puis Europol, qui essaie de détecter parmi ces migrants quels pourraient être les trafiquants et éventuellement les terroristes, parce qu'on a, depuis les événements de Charlie Hebdo, on veut être attentif et vérifier dans les aéroports l'identité de ceux qui arrivent et créer des fichiers communs. Mais vous voyez tous les jours à la télévision des hordes de malheureux qui déambulent au milieu des champs, au milieu des forêts, et qui pénètrent dans les pays. Le réflexe, c'est que certains pays essaient de mettre des barrières, des clôtures. On a beaucoup critiqué M. Orbán, qui, vrai, prend quelques libertés avec les droits de l'homme. Il s'agit du président de Hongrie. Mais je pense que si on veut contrôler les migrations, il faut qu'il y ait des frontières. Il faut qu'il y ait des portes. Et qu'à ces portes, on puisse faire la différence entre ceux qui sont fondés à venir et ceux qui doivent rentrer chez eux. Et pour qu'il y ait des portes, il faut des murs. Moi, je ne sais pas faire de porte là où il n'y a pas de mur. Donc, ne crions pas au scandale. Je pense qu'il faut surveiller nos frontières. Alors, on parle de garde-côtes et de garde-frontières. Je pense qu'il faudra instituer ces garde-côtes et ces garde-frontières. Mais quand je vois mon budget européen, je ne sais pas où sont les crédits correspondants. Et au surplus, si vous avez un corps de garde-côtes et de garde-frontières, qui va assurer le commandement de ces corps de garde-côtes et garde-frontières? Parce qu'il n'y a pas de gouvernement européen. Donc vous voyez bien qu'on a la nécessité de changer le mode de gouvernement et de faire bouger nos institutions. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et il faut également prendre en compte ce qui se passe au Moyen-Orient. Et ce qui se passe au Moyen-Orient appelle la diplomatie, appelle des moyens militaires, car une diplomatie qui n'est pas épaulée par des capacités militaires, c'est une épée en carton. Or, l'Europe ne dispose pas de moyens. Vous avez eu ces conférences successives. Il y a une semaine à Vienne, en Europe, se sont réunis les États-Unis, les Russes, les Turcs et les Saoudiens pour statuer sur ce qu'allait devenir la Syrie. L'Europe était absente lors de cette réunion. Une semaine auparavant, Mme Merkel était allée en Turquie pour rencontrer M. Erdogan. Elle avait annoncé qu'il fallait 3 milliards pour les camps de réfugiés, et elle a raison. Mais c'est quand même très, très étonnant que ce soit l'un des chefs d'État de l'Union européenne qui aille en Turquie, et non pas Mme Mogherini, qui est la haute commissaire pour les affaires extérieures. Il n'y a pas si longtemps, c'était à propos de l'Ukraine, les accords de Minsk.
c'était M. Hollande et Mme Merkel qui négociaient avec M. Poutine et avec le président ukrainien. J'espère que Mme Mogherini avait un téléviseur pour suivre les opérations. Mais vous voyez bien que l'Europe, là, est une Europe qui est divisée, parce que nos chefs d'État et de gouvernement veulent prolonger l'illusion qu'ils ont encore en main les prérogatives de souveraineté. En matière diplomatique, en matière militaire, prenez le numérique. Numérique, l'Europe est devenue une colonie entre les mains de Google, d'Apple, de Facebook, d'Amazon. Les Européens sont tellement forts qu'ils sont capables, pour attirer l'un ou l'autre de ces groupes sur leur territoire national, de les exonérer d'impôts. C'est dans ces conditions que ces géants du numérique ne paient pratiquement pas d'impôts sur leurs bénéfices en Europe. Stupéfiant. L'Europe reste largement une addition d'égoïsmes nationaux. Donc ceci ne va pas pouvoir durer. Et je pense qu'on est à la veille, j'espère que cette crise des migrations va jeter une lumière très, très crue sur le fonctionnement de l'Union européenne et nous aider à faire comprendre à nos chefs d'État et de gouvernement qu'on ne peut pas continuer ainsi. Il y a quelques jours, M. Hollande est venu avec Mme Merkel devant le Parlement européen. Nous attendions un discours sublime. Nous attendions le discours qui allait éclairer l'horizon et fortifier notre confiance en l'avenir. Le précédent, c'était Kohl et Mitterrand en 1989, au lendemain de la chute du mur de Berlin. On a eu droit à 2 discours d'une vraie platitude, dont l'objet était de parler à l'opinion publique française et à l'opinion publique allemande. L'un et l'autre clamaient qu'il fallait plus d'Europe, mais aucune proposition, parce que l'un et l'autre ne pensent qu'à 2017. Parce qu'en Allemagne comme en France, il y a l'élection présidentielle et donc il y aura des élections législatives, et en Allemagne, il y aura les élections législatives. Et qu'on ne veut rien faire qui soit de nature à perturber cette échéance. Donc, l'Europe est notre avenir, incontestablement, mais il va falloir que les choses bougent et changent. Cette crise nous fait prendre conscience que notre construction est à la fin d'un cycle et que nous devons maintenant ouvrir un débat sur le fédéralisme européen. Il faut une architecture pour cette Europe. Jusqu'à maintenant, l'Europe qui avait été conçue d'abord pour répondre à une exigence de paix sur le continent européen, la méthode Schuman, je pense, on voit toutes ses limites. Schuman était l'homme des petits pas, c'est-à-dire qu'on met un petit pas dans la porte. Et en matière de migration, par exemple, l'Europe a voulu s'occuper de migration avec quelques fonds pour aider les États qui accueillent des réfugiés, parce que ça coûte beaucoup d'argent aux budgets nationaux. Mais j'ai pu vérifier en Italie que ce qu'apporte l'Europe, c'est à peu près 10% de ce que ça coûte aux autorités publiques italiennes. Les agences telles que Frontex sont là, mais au fond, elles tiennent les statistiques des franchissements illégaux des frontières. Et l'Europe, moi j'ai eu une espèce de malaise quand je suis allé en Sicile. J'avais l'impression que l'Europe était beaucoup plus dans une attitude d'observateur, de voyeur, que d'acteur. Mais comme on dit que l'Europe s'en occupe un peu, aux yeux de l'opinion publique, l'Europe apparaît comme totalement inefficace. Or, c'est pas l'Europe qui est en cause, c'est la façon dont nos chefs d'État et de gouvernement. Vous évoquiez la comparaison avec l'intercommunalité. Je ne sais pas comment ça se passe, sûrement très bien dans le Morbihan. Mais malgré tout, moi j'ai vécu ça en Mayenne. Dans un premier temps, on va vers l'intercommunalité parce qu'on dit qu'il y aura des subventions supplémentaires et que c'est mieux dans ces conditions. Mais chaque maire entend rester le patron chez lui, et au fond, l'intercommunalité est d'abord un lieu où on se répartit des subsides supplémentaires. Eh bien, l'Europe est encore restée un peu dans ce schéma. Je pense que l'intercommunalité a pris de l'avance par rapport à l'Europe aujourd'hui. J'espère, en tout cas, certainement. C'est ce que me confirme le président de la communauté d'agglomération. Mais très franchement, nous sommes là dans une phase cruciale, dont moi j'attends le meilleur. Je pense que là, on va pouvoir ouvrir un débat avec l'opinion publique. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'opinion publique européenne. Il y a eu un début d'opinion publique à l'occasion de ces 2 crises. Monsieur Tsipras nous ayant beaucoup aidé avec son élection au mois de janvier où on allait voir ce qu'on allait voir. Ça avait fait plaisir à Monsieur Mélenchon parce qu'au moins il y avait
il y avait une vraie gauche radicale qui avait pris le pouvoir, et avec ça, on allait tout changer. Bon, M. Tsipras est un grand homme politique, certainement, parce qu'il a donné le spectacle d'une grande capacité d'adaptation. Il a organisé un référendum qui était le contraire de ce qu'il attendait. Enfin, il a obtenu un référendum sur une opposition à un accord qu'il a signé quelques jours plus tard. Bon. Mais au moins, il a fait preuve de réalisme, et en politique, je crois qu'il faut des valeurs fondamentales, de l'humanisme, mais il faut aussi du réalisme. Donc, nous avons eu là, avec les spasmes de la Grèce, un début d'opinion publique européenne, parce que dans tous les pays, on en parlait. On se demandait comment les élections grecques allaient se terminer. Un début d'opinion publique européenne. Sur l'immigration, pareil. Et quand les tragédies se sont produites en 2013 d'abord, plusieurs centaines de morts dans un naufrage en Méditerranée, au mois d'avril de cette année, et le pape François est venu devant le Parlement européen, nous demandant si on allait continuer à faire de la Méditerranée un immense cimetière marin. Il y a là aussi un début. On a entendu ici et là, mais que fait l'Europe? Alors je vais vous dire que l'Europe, institutionnellement, n'a pas vraiment les moyens. Pourquoi? Parce que les États ont gardé leurs prérogatives de souveraineté, qu'ils se méfient les uns des autres, et qu'aujourd'hui, ils sont tentés de mettre des frontières entre l'Autriche et la Bavière, entre la Hongrie et la Bavière. Donc nous sommes dans un moment particulièrement difficile. Comme l'économie ne va pas bien en Europe, et la zone euro n'est pas gouvernée non plus, on a fini par croire que le pacte de stabilité et de croissance était une politique économique, ce n'est qu'un règlement de copropriété. Donc nous sommes là, dans un moment extrêmement contraignant. C'est dire si le mouvement européen a un rôle extraordinaire à assumer pour faire vivre ce débat. Nous ne sommes pas là dans une dimension idéologique, nous sommes à l'heure de la mondialisation. Alors il y a ceux qui disent qu'il faut supprimer la mondialisation, ce qui est absurde. La vocation du phénomène humain, c'est d'organiser sur la planète des relations qui rendent la vie supportable et qui permettent à chacun un minimum de sécurité et d'épanouissement personnel. Croyez-vous qu'à l'heure de la mondialisation, si nous revenons avec nos considérations nationales et nationalistes, nous allons pouvoir peser dans l'organisation du monde? D'autant qu'aujourd'hui, les grands groupes d'influence sont plutôt des groupes comme Apple ou comme Facebook. Apple, on annonçait hier qu'ils avaient, je crois, plus de 100 milliards de trésorerie disponibles, sans doute dans des paradis fiscaux. Donc ces grandes organisations économiques sont aujourd'hui capables de mettre nombre d'États le genou à terre. Donc si nous voulons reprendre en main notre destin, nous avons intérêt à partager nos souverainetés pour les exercer collectivement, sur des bases démocratiques, avec un vrai gouvernement, avec une vraie assemblée, et avec les services appropriés. Je pense qu'on ferait des économies si, plutôt que d'avoir 28 ambassades dans les pays hors de l'Union européenne, il n'y en avait qu'une seule. Si, au sein des instances internationales, prenez le G20 par exemple, qui a été institué pour essayer d'organiser l'économie mondiale au lendemain de la crise de 2007, il y a 6 Européens. Il y a un Chinois, il y a un Américain, et 6 Européens. Et c'est pas difficile pour le Chinois et l'Américain de mettre les Européens en opposition les uns par rapport aux autres. Donc, ceci peut évoluer. Je pense que les circonstances nous incitent aujourd'hui à aller de l'avant et à faire bouger les lignes. Et comme nous sommes à la veille d'élections présidentielles ici en France, moi j'espère qu'il va y avoir au moins un candidat à l'élection présidentielle qui va pouvoir nous tenir un discours européen. Un projet pour la France qui soit euro-compatible. Qui peut imaginer que la France à elle seule s'en sortirait s'il n'y a pas compatibilité avec les autres pays de l'Union européenne? Donc j'espère que parmi les candidats, l'un d'entre eux nous fera rêver d'Europe, d'une Europe qui entend nous permettre de retrouver notre place au monde et de reprendre en main notre destin. Alors, juste un mot, si vous le permettez, sur l'apprentissage. Je me suis dit, au fond, je suis au Parlement européen, alors quand je rentre en Mayenne et que je leur parle du budget européen, vraiment, il faut se gratter pour que ça les intéresse. Je fais des communiqués pour la presse locale, encéphalogramme plein. Le Sénat était déjà un purgatoire médiatique, cher Philippe. Mais alors, le Parlement européen, c'est quelque chose de ce point de vue-là. Comment communiquer et comment avoir
une expression tangible de ce qu'on fait au plan européen. Moi, je crois beaucoup à l'apprentissage, et ce qui m'a frappé au plan européen, c'est le chômage des jeunes. Il y a plus de 5 millions de jeunes qui sont au chômage. Dans certains pays, c'est un jeune sur 4 qui est au chômage. Et même dans d'autres, la Grèce, l'Espagne, un jeune sur 2. La moyenne, c'est 1 sur 4. À l'exception des quelques pays qui pratiquent l'apprentissage par tradition, avec un enracinement qui est solidement accroché à la vie du territoire et de l'économie, une relation confiante entre le monde de l'entreprise et le monde des formateurs. Ces pays sont l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, on pourrait y ajouter la Suisse si elle était dans l'Union européenne. Ces pays-là n'ont pas de chômage des jeunes. Ce que j'ai noté aussi, c'est que ceux des étudiants qui ont bénéficié de bourses Erasmus, qui ont pu accomplir une année dans leur cursus universitaire en dehors de leur pays d'origine, ces étudiants-là se prémunissent beaucoup mieux contre le chômage que ceux qui ne sont pas allés passer au moins une année hors de leur pays d'origine. Eh bien, notre idée, c'est de combiner l'apprentissage et la mobilité. Le problème pour la mobilité, c'est que, tout à l'heure je vous ai dit que 28 pays, 28 réglementations sur le droit d'asile, mais l'apprentissage, 28 pays, ça veut dire 28 réglementations d'apprentissage. Et comment faire en sorte qu'un jeune Français puisse être apprenti en Allemagne? Aujourd'hui, Erasmus est ouvert, accessible aux jeunes apprentis, mais quand ils partent pendant 15 jours, pendant 3 semaines. Ce qui n'est pas facile à gérer, parce que leur maître d'apprentissage se dit que s'il les indemnise et qu'ils partent pendant 1 mois, ça peut perturber la vie de l'entreprise. On a par ailleurs des jurisprudences qui font apparaître qu'un jeune apprenti français s'accidente dans un pays autre que le nôtre, dans le cadre d'Erasmus, et lorsque l'affaire vient devant les juridictions, du fait des compagnies d'assurance, eh bien, c'est le maître d'apprentissage français qui est rendu responsable de l'accident. Donc ceci peut refroidir certaines volontés d'aider à cette mobilité. Donc ce que nous souhaitons, c'est que ces jeunes puissent partir une année. Ce que nous souhaitons, c'est qu'ils puissent être apprentis dans le pays qui les accueille. J'étais à Cesson-Sévigné avec le président des chambres des métiers de Bretagne, et puis j'avais rencontré précédemment le président des chambres, non pas des chambres des métiers, mais des centres de formation d'apprentis dépendants des chambres de commerce et d'industrie. Donc la Commission européenne va lancer un appel à proposition au terme duquel les centres d'apprentissage qui pourront se porter candidats à accueillir des jeunes venant d'autres pays, mais qui auront pour partenaires d'autres centres d'apprentissage dans au moins un autre pays que le nôtre, pourront percevoir des fonds de l'Union européenne. Donc, pour être retenu, il faudra organiser des cours spécifiques pour ceux des jeunes qui viennent d'autres pays, afin de les aider à se familiariser avec la langue du pays qui les accueille, organiser un cycle de formation qui enrichisse leurs capacités professionnelles, et avoir un réseau d'entreprises prêtes à accueillir ces jeunes qui viennent d'autres pays. Naturellement, ceci entraîne des charges supplémentaires pour les centres de formation d'apprentis qui vont être candidats, et j'ai obtenu, dans le cadre de ce qu'on appelle des projets pilotes, l'inscription d'un crédit qui nous permettra d'indemniser les centres de formation d'apprentis qui seront entrés dans cette expérimentation. Et donc celle-ci devrait démarrer au mois de septembre prochain. Parallèlement, nous allons analyser les 28 réglementations d'apprentissage, essayer de comprendre pourquoi elles sont si différentes d'un pays à l'autre, et de tendre vers un cadre unique de l'apprentissage en Europe, qui serait peut-être une première pierre posée dans ce que pourrait devenir un droit du travail européen, avec une convergence du droit du travail. Je fais ce rêve. En tout cas, quand je parle d'apprentissage, je me dis que là, j'arrive à être compris peut-être par des jeunes, peut-être par leur famille, et aussi par des entreprises. Donc, je crois beaucoup à ce projet, et je me réjouis que mercredi dernier, en assemblée plénière, le Parlement européen ait voté le budget, et en votant le budget, il a donné son accord à ce projet pilote également. Voilà, j'ai dû parler un peu trop longtemps, et je vous prie de m'en excuser.
Merci maman, vous n'êtes pas le seul. Et nous avons bon espoir qu'on aboutisse. C'est compliqué au Parlement européen parce qu'il n'y a pas de majorité. Les élections dernières, moi, je rêve du jour où les candidats aux élections européennes pourront se présenter avec un programme en quelque sorte. Et là, pas du tout. Chaque pays fait sa tambouille. Moi, j'appartiens à une famille centriste. Et lorsque France 2 a convoqué sur un plateau de télévision des représentants des familles politiques, ce n'est pas des candidats qu'on vient dire. C'était des chefs de parti. Et qui parlaient d'autre chose que d'Europe. Qui se servaient de ce prétexte européen pour continuer, je ne porte pas d'appréciation sur la politique nationale, pas plus que sur la vie des partis, mais nous avons d'immenses marges de progression. On vous amène. Je crois que maintenant nous allons commencer la série de questions, car sans nul doute vous en avez beaucoup à poser. Et je demanderai à des personnes de faire circuler les micros dans les rangées. Pierre, c'est... Ceux qui élevaient du porc ou les céréaliers, etc. Et ils profitaient donc pendant un mois d'un apprentissage intensif de la langue française et ils vivaient dans les familles françaises à Vannes. Ça a été toujours très instructif et surtout de s'apercevoir qu'au bout de 4 mois de séjour en France, ils maîtrisaient déjà très bien le français et ils avaient appris beaucoup de choses. Et je crois que c'était la Chambre d'agriculture qui était à l'origine de ce séjour. La Commission européenne, grâce au crédit qu'on a pu inscrire dans le budget, indemnisera ceux des centres de formation d'apprentis qui se seront portés candidats et qui auront donc à subir des charges supplémentaires du fait de ces cours qu'ils devront organiser. Mais les apprentis eux-mêmes bénéficieront des bourses Erasmus, c'est-à-dire c'est d'ordre de 300 à 400 euros par mois, pour subvenir à leurs frais d'hébergement. Mais ce que vous évoquez, madame, c'est la démonstration. Ce que nous souhaitons, c'est qu'ils puissent partir une année, si possible, entre 8 et 12 mois, parce que c'est à cette condition qu'ils pourront maîtriser une autre langue que la nôtre. Et encore une fois, je pense que nos jeunes... D'abord, ce qui va être le plus difficile, c'est de convaincre nombre de jeunes de partir une année. Ceux que nous visons, c'est des jeunes qui ont 18 ans. Aujourd'hui, ceux qui partent à 16 ou 17 ans sont généralement accompagnés par des enseignants. Ils partent pendant 2 semaines ou pendant 3 semaines, mais c'est un avant-goût. Je souhaite que ces expériences continuent pour que ceux qui auront passé 2 ou 3 semaines au début de leur apprentissage aient envie d'aller passer leur 3e année hors de leur pays d'origine. Alors l'apprentissage, ça peut être l'agriculture, mais ça peut être à d'autres niveaux. Des ingénieurs, il y a des ingénieurs qui se forment dans l'apprentissage également. Donc ce que je souhaite, c'est que nous ayons une vraie culture d'apprentissage, parce que c'est une attitude d'ouverture des entreprises vers les jeunes. Pour vous connaître un peu, pour lire régulièrement votre lettre mensuelle depuis que vous êtes élu, je ressens une frustration qui progresse par rapport à ce fonctionnement que vous avez un tout petit peu dénoncé. Et pour vous connaître aussi, ce n'est pas une expression personnelle, c'est quelque chose de beaucoup plus global, et comme une forme de représentation d'un certain nombre des responsables de cette Europe. Alors, pour ne pas finir sur une mauvaise note, j'aimerais que vous donniez au moins 2 ou 3 raisons effectivement d'espérer, mais pas seulement de manière incantatoire, de manière réelle, parce qu'il y aurait les prémices éventuellement de solutions. Alors, parce que cette crise des migrations est vraiment... c'est le projecteur porté sur le fonctionnement de l'Europe et qui démontre toutes les limites du système. Et ce n'est pas l'Europe que j'accuse ici, ce sont les chefs d'État et de gouvernement. Donc parmi ce que fait bien l'Europe aujourd'hui, malgré tout, mais bon, nous sommes le Parlement européen, mais nous passons notre temps sur des résolutions multiples des droits de l'homme dans tel ou tel pays du tiers-monde. J'ai souvent l'impression qu'on est dans l'occupationnel et qu'on ne s'occupe pas des vraies choses. Néanmoins, quelquefois, on sort des directives. Par exemple, cette semaine, on a voté un texte qui fait que vous n'aurez plus à payer des suppléments quand vous allez à l'étranger et que vous faites usage de votre téléphone mobile. On arrive à faire des choses comme ça aussi. Mais quelquefois, on fait des normes sur l'environnement alors qu'on n'est même pas foutu de vérifier.
qu'on n'a pas les appareils pour contrôler. On ne va pas ouvrir un débat sur le diesel à cette heure, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, trop souvent, on nous occupe sur des petites choses. Et donc, on fait des règles qui compliquent la vie de nos concitoyens. Et on fait des règles en s'y prenant quelquefois très mal. Par exemple, il y a eu la directive sur les cages à poules. Une directive de 2000. Mais naturellement, comme toujours, la France dit « oh, mais on ne va pas l'appliquer tout de suite ». Les Allemands l'ont appliqué immédiatement. La France l'a appliqué en 2012, au moment où la crise de l'œuf s'est déclenchée. Autrement dit, les producteurs français qui venaient d'investir ont subi un sort extrêmement difficile, alors que leurs concurrents, eux, avaient été exonérés. Tout à l'heure, j'évoquais les réfugiés, mais dans un pays qui permet aux réfugiés de travailler très rapidement, c'est souvent de la main-d'œuvre à très bon marché dans un pays où il n'y a pas de SMIC. Je parle de l'Allemagne, par exemple. Ça veut dire que dans un abattoir de porc en Allemagne, ça coûte beaucoup moins cher que dans un abattoir de porc en Bretagne. Je ne vais pas plus loin. J'insiste sur le besoin d'Europe. Mais n'allez pas croire non plus que c'est l'Europe qui va faire les réformes à notre place. S'il y a des réformes à faire en France, tu vas parler de la TVA sociale. Quand on est en politique, on est souvent humble parce que la TVA sociale, j'en parle depuis 22 ans. Elle n'est toujours pas en application. Je me souviens d'un président de la République, candidat, qui en avait parlé, qui était très courageux de sa part. Il a été élu. Au lendemain de son élection, vient une polémique entre les deux tours des législatives, et on va dire qu'il perd 40 députés. Quand vous perdez 40 députés, c'est que vous payez le prix politique. Quand vous payez le prix politique, quand vous payez le prix, vous faites livrer la marchandise. Ben là, il n'a pas fait livrer. Et il a remis le couvert 3 mois avant l'échéance suivante. Bon. Donc, il y a quand même des choses qui bougent. Je pense que sur la zone euro, les idées d'un gouvernement de la zone euro progressent. Incontestablement. Ça va encore être difficile, mais c'est une nécessité. On a fait quand même une banque centrale européenne qui fonctionne pas trop mal. C'est elle qui fait office de gouvernement, finalement, avec les liquidités qu'elle a mises sur le marché pour faciliter la vie économique. Et pour le reste, si ça va pas bien, c'est pas l'Europe qui est en cause, c'est la façon dont les États membres sont gouvernés qui est en cause, avec beaucoup d'égoïsme. Donc moi je dis très simplement qu'on ne peut pas continuer comme ça, et je ne veux pas non plus laisser le discours critique à certains populistes, parce qu'ils vous disent voilà, c'est comme ça que ça marche, et donc la conséquence est de supprimer l'Europe, supprimer l'euro et de revenir aux frontières. Moi je vous dis le contraire. Je vous dis l'urgence et la nécessité de faire vraiment l'Europe, et non pas un simulacre d'Europe, comme aujourd'hui. Et je compte beaucoup sur un mouvement comme le vôtre, pour faire avancer ce débat, pour faire pression sur nos élus au Parlement national, pour que les relations soient beaucoup plus étroites entre le Parlement national et le Parlement européen aussi. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas bien à ce niveau-là. Donc je crois fondamentalement à l'Europe parce que je ne vois pas d'alternative, sauf à décider de se marginaliser complètement. Vous voyez comment le monde est devenu dangereux. Si le Moyen-Orient se met soudainement à feu et à sang, l'Europe ne va pas être indemne. Donc, c'est d'aller plus fort et plus vite et d'oser parler de fédéralisme. On a l'impression que ce mot est tabou. Mais comment voulez-vous faire fonctionner un gouvernement européen si vous n'allez pas vers une formule fédérale? Donc c'est ça que j'appelle de mes vœux. Et ce que j'attends, c'est qu'un président de la République, et peut-être qu'il y en aura au moins parmi les candidats qui vont se présenter dans quelques trimestres, qui s'engage résolument. Le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est que je ne sais pas où est le leadership, voyez-vous. Mais néanmoins, il doit être possible de faire des coopérations structurées, au plan militaire par exemple. Normalement, on devrait constituer une coopération structurée entre ceux des États qui ont encore une armée, qui ont encore des forces d'intervention, les Britanniques, les Français, les Allemands et quelques autres. Parce que si chacun reste dans son coin, vous voyez bien les situations budgétaires des États membres. Donc les uns après les autres, on abaisse les crédits consacrés à la défense, jusqu'au jour où on n'aura plus les moyens d'intervenir. Alors on se donne quelques opérations spectaculaires, mais qui sont très marginales, qui peuvent momentanément entretenir l'illusion ici en France, mais qui font que nos partenaires nous déconsidèrent. Donc je ne vois pas d'autre issue que d'aller résolument vers l'Europe. Ce qui m'attriste et ce qui me révolte, c'est la façon dont sont conduites les affaires publiques, ici en France comme dans d'autres pays, avec des réflexes de repli sur soi.
Nous sommes à l'heure de la globalisation, de la mondialisation. Eh bien, il faut l'expliquer à nos concitoyens. Nous y avons toutes nos chances, à condition que le pays soit gouverné autrement. Enfin, vous voyez comment ça se passe. Bien souvent, on fait des lois, non pas pour leur caractère normatif, mais pour des questions de communication. Comme le politique n'a plus prise sur la réalité, il n'existe plus qu'au travers de la communication, avec une espèce de complicité médiatique et de convention qui exaspère nos concitoyens. Qu'est-ce qui fait le populisme? C'est ça. C'est pas parce qu'on devient xénophobe, non, c'est parce qu'on en a marre. Et qu'on a l'impression que ceux qui se battent pour aller au pouvoir, une fois qu'ils sont au pouvoir, ne l'exercent pas. Et ça, c'est insupportable. Donc, je suis très optimiste, contrairement à ce que vous ressentez. Alors, le premier, j'avais organisé à Ancenis, auprès de Nantes, pour livrer mes premières impressions. Le second, je l'avais organisé à Rennes, au mois d'avril, précisément sur l'apprentissage et la mobilité. Et j'avais fait venir les gens de chez Erasmus. Le prochain, c'est à Angers, c'est le 7 novembre, sur les défis des migrations. Et il y aura le directeur général de Frontex qui sera là, Giuliani, qui est le président de la Fondation Schuman, un de mes collègues députés européens espagnols qui nous dira comment ça se passe du côté de Melilla et de Ceuta pour les migrations qui viennent d'Afrique, et peut-être un ambassadeur, un autre pays que le nôtre. Et le débat sera sur la crise des migrations et la conclusion, je ne peux pas... Et je pense qu'on devrait conclure en disant cette crise est exceptionnelle parce que pour une fois, ça se passe en dehors de l'Europe. Et quand ça se passe en dehors de l'Europe, ce qui est en cause, c'est la diplomatie, c'est les capacités militaires, c'est la politique de développement. Si l'Europe avait une vraie politique de développement pour l'Afrique, parce que l'Afrique, ça va... Avec le réchauffement climatique, il y a des pays qui se désertifient aussi en Afrique. Donc qu'est-ce qu'on fait pour aider ces pays-là? Et si on passe des conventions, mais des conventions entre l'Europe, et pas parce qu'on continue à avoir des conventions bilatérales, parce que chacun a ses anciennes colonies, parce qu'on ne veut pas mettre en commun, qu'on a peur de perdre je ne sais pas quelle influence nationale. Donc si on avait une vraie politique de développement avec ces pays africains, on dirait écoutez voilà, vous êtes tel pays africain, je signe une convention de développement, mais en contrepartie, dès que je trouve un de vos concitoyens chez moi, je vous le renvoie instantanément, et il est exclu que vous vous opposiez à son retour. C'est l'Europe qui peut le faire, ça. Alors que, si vous restez dans le système actuel, vous êtes dans l'impuissance totale. Et que c'est cette impuissance, si vous voulez retrouver la puissance, c'est l'Europe qui vous la donnera, c'est ça que je veux dire. État fédéral. Tellement puissant qu'il peut extraterritorialiser son droit et infliger des amendes. Le Crédit Agricole vient d'en faire les frais. Il n'y a pas si longtemps, c'était la BNP Paribas. Alstom y est passé. Et beaucoup de banques européennes. Voilà la puissance des États-Unis d'Amérique. De l'autre côté, vous avez 28 États, dont j'ai dit que trop souvent, ils sont une addition d'égoïsmes nationaux. Je prends pour exemple, j'avais dû l'évoquer lorsque j'étais venu à Vannes, vous allez penser que je radote, mais écoutez, pardon, c'est dû leur avancer, mais prenez l'épisode des panneaux photovoltaïques chinois. On est pour l'économie verte, la transition énergétique, et l'espoir de faire naître en Europe différents facteurs de production d'énergie, notamment des panneaux photovoltaïques. Le problème, c'est que les Chinois arrivent avec des panneaux en dumping. Et donc le commissaire européen, répondant à une requête d'industriels européens, propose un droit exceptionnel, une sorte de droit de douane de 50% sur les importations de panneaux photovoltaïques. Formidable. Prend une décision. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Pourquoi? Parce que le Premier ministre chinois est venu voir Mme Merkel, lui a dit écoutez, madame, ça ne va pas du tout. Si vous faites ça, vous allez nuire à l'emploi en Chine. Et c'est contraire à l'intérêt des usagers en Europe. Parce que ce sera plus cher. Et puis ils sont allés voir les producteurs de vin du Bordelais, qui ont dit quand même on ne peut pas faire ça, sinon on va cesser d'exporter du vin. Vous voyez dans quoi? Il ne s'est rien passé. Le deuxième argument, c'est qu'on veut faire un marché unique avec les États-Unis d'Amérique. Mais le marché unique européen n'est pas terminé. Prenez le téléphone par exemple. 28 pays, 28 régulateurs et 28 autorités de la concurrence. Et dans un nombre de secteurs, les transports, le ferroviaire en particulier, prenez également les produits chimiques, les phytosanitaires, les médicaments.
Le marché intérieur n'est pas terminé, il est fragmenté. Donc on déploie une énergie considérable pour aller avec un marché unique États-Unis-Europe, alors qu'on n'a pas terminé le marché intérieur européen. Il y a encore des fragmentations très fortes. Et puis enfin, pourquoi on a fait la monnaie unique, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que quand on est sur un marché unique, il faut qu'on utilise la même monnaie. Or là, on va faire un marché unique États-Unis-Europe, avec deux banques centrales, deux monnaies différentes, qui ont deux doctrines complètement différentes. Donc, ma position par rapport au traité transatlantique est de dire qu'il faut d'abord renforcer les institutions européennes, de tendre vers un État fédéral. Victor Hugo, au XIXe siècle, à la conférence de la paix en 1849, disait « Je suis pour le développement du commerce entre les États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Europe ». Et je partage son enthousiasme et sa volonté, mais il disait bien les États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Europe. Pour l'instant, on n'y est pas. Et donc, je voudrais qu'on sorte de cet enlisement et que l'on accomplisse un bond institutionnel, un bond politique, pour aller vers une véritable autorité au plan européen, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors pour le reste, il y a différents aspects dans cette négociation. Il y a une histoire d'arbitrage. Alors on fait grand cas parce qu'en France, on a découvert l'arbitrage avec l'affaire Tapie. Et naturellement, ça nous rend un peu méfiants. Mais je pense que ces affaires d'arbitrage ne sont pas absurdes parce que lorsque des pays veulent avoir des investisseurs, les investisseurs veulent avoir l'assurance que s'il y a un litige, que si soudainement les autorités locales changent de position, ce qui peut compromettre la rentabilité d'un investissement, si du jour au lendemain on vous dit voilà, les conditions sont plus du tout les mêmes, vous avez investi, bah, tant pis pour vous, il faut que dans ces cas-là, l'investisseur puisse se retourner contre les autorités nationales qui ont pris de telles décisions. Si on s'en remet aux autorités judiciaires, quand il y a un vrai état de droit, ça va bien, mais dans nombre d'États, pas en Europe malgré tout, eh bien, ce sont des autorités judiciaires qui dépendent largement du politique. Donc c'est pour ça qu'on a inventé ces clauses arbitrales. Et par ailleurs, quand on a recours aux autorités judiciaires, le temps judiciaire est tellement long qu'il n'est pas compatible avec la vie des affaires. Vous pouvez avoir une bonne cause à plaider, mais si vous êtes concurrencé par quelqu'un et que ce quelqu'un n'est pas sanctionné par les tribunaux au plan européen, par exemple, il faut 4 ans pour sortir une affaire de concurrence. Au bout de 4 ans, vous êtes peut-être mort. Donc pour moi, c'est pas rédhibitoire. Je pense qu'il faudrait créer une cour arbitrale internationale. Dans le cadre, il y a bien un tribunal pénal international, ben je pense qu'on pourrait avoir ça. Maintenant, pour le reste, et notamment l'agriculture, je crois qu'il faut quand même être assez méfiant. On a parlé du poulet chloré et de quelques autres dispositions sur les appellations d'origine. Je pense qu'on n'est pas à la veille de la signature de cet accord transatlantique. Et si l'on pouvait, d'ici là, accélérer le processus institutionnel, moi je pense que c'est dans les crises que l'Europe progresse. C'est dans ces moments-là qu'on prend conscience qu'il va falloir changer. Eh bien, on y est cette fois-ci. Et c'est là mon optimisme. C'est de l'archéologie politique ce que je vous raconte. Donc, ça illustre... c'est toi qui as dit ça, que j'étais là depuis très longtemps en politique. En tout cas, c'était, je crois, en fin 92. Il y avait en fin d'année, quand on voit les lois de finances rectificatives, on éloge un tas de trucs qui ne sont pas très bons. Et là, on légalisait des opérations qui avaient été conduites dans des paradis fiscaux par des banques contrôlées par l'État en France. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Mitterrand, pour préserver le nini, je ne dis pas ça pour accabler Mitterrand, parce que la droite comme la gauche ont eu des égarements, mais pour préserver le nini, les entreprises nationales qui n'avaient pas suffisamment de capitaux passaient par les paradis fiscaux avec ce qu'on appelait à l'époque des TSDI, c'est-à-dire des titres subordonnés à durée indéterminée. J'avais tiré la sonnette d'alarme à l'époque. Je n'ai pas trouvé un seul journaliste pour commenter ce genre de situation. Voilà. Nous a proposé notre webmaster et qui est donc l'hymne européen. Et je vous demanderai de vous lever. Et je vous remercie de votre présence qui permet justement ce lien entre ce que l'on disait tout à l'heure. Nos députés ne sont pas invisibles, ils sont bien présents, ils parlent bien et nous les en remercions.